Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et aujourd'hui on transpire parce qu'il fait très chaud, parce que nous sommes à Super Showdown, nous sommes à Jeddah en Arabie Saoudite pour la 3e édition des shows de la WWE au Pays du Prince. Je suis Raphaël pour analyser tout ça. On a une équipe de choc, on a l'inévitable Chris, ça va Chris? Salut Raphaël. Et on a Yerem aussi, l'agent de la technique, notre prince à nous, hein, notre petite tête couronnée. Comment ça va Yerem? Ah, ça fait plaisir, enfin on reconnaît, on sent royal, hein, le sang bleu qui coule dans mes veines, hein, je m'en cache pas, même si ce soir c'est plutôt le sang vert comme les billets de dollars qu'a reçu Vince McMahon de la part du prince. Ah là là, mais quelle soirée nous allons vivre, quelle soirée. Alors la bonne nouvelle déjà, c'est qu'on a un peu changé l'organisation de la salle, hein. Au premier rang, c'est plus des gros fauteuils avec des mecs qui ressemblent à Omar Ben Salad, hein, pour ceux qui ont lu Tintin, le crabe aux pinces d'or. C'est des vrais fans, enfin il y a des gens avec des t-shirts de catch, il y a même, on voit 2-3 femmes, des petites filles, des petits garçons. Donc ça va rendre un petit peu plus joli quand même qu'au Greatest Royal Rumble où c'était assez horrible. Bon, nous sommes à Jeddah, donc on n'aura pas de match de femmes. On a pas mal d'absents aussi pour des raisons politiques, éthiques. On sait que c'est assez controversé cette histoire d'Arabie Saoudite. Pas de Daniel Bryan ni de John Cena, toujours, ils boycottent. Pas de Sami Zayn parce que voilà, des ascendances syriennes. Kevin Owens aussi, du coup, boycott en soutien à son ami. Et paraît-il, alors j'ai vu ça, c'est Aleister Black aussi à cause de ses tatouages un peu démoniaques qu'il a été banni. Ouais. C'est ce qui est assez étrange puisqu'un démon, on en aura un petit peu plus tard, on verra ça. Moi je n'ai pas vu le pré-show durant lequel les Usos ont battu les Revival, je sais pas si l'un d'entre vous l'a vu. Si, ouais, je l'ai vu, moi. Ouais, ça a duré 10 minutes, ça a été expédié, hein. Donc vraiment expédié de chez expédié. Et c'est les Ouzo qui gagnent le match. Et voilà, et ben Yerem, toi tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais visiblement les Usos ont gagné le match. Les Ouzo gagnent le match sur une série de super kicks. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Ça a été vraiment rapide, hein. Je dis, mais je crois que c'est 9 minutes et vraiment ça s'est envoyé. Ça s'est envoyé pas mal, hein. Le match était pas mal, il y avait pas mal d'ambiance. Les Ouzo étaient assez supportés par la foule. Sur le coup, d'ailleurs, ça m'a donné un bon espoir pour la suite du show, en me disant, ah tiens, la foule, elle est bien réveillée, tout ça, quoi. Bah pour la suite. Bon, merci Chris, donc il nous a vu, il a vu l'opener pour vous, peuple de catch-up, Voilà. il a fait. Et puis la soirée se lance, et la vraie soirée, ça commence très fort, comme à WrestleMania, par le titre universel. Seth Rollins affronte le challenger Baron Corbin. Seth Rollins, il a été complètement démonté par Brock Lesnar à Raw. Il arrive diminué, fatigué, blessé. Alors, si on est Baron Corbin en toute logique face à cette plus grosse opportunité de cette carrière avec un champion fatigué, on devrait être tout à fait concentré pour faire le plus de dégâts possible. Mais Baron Corbin est un petit peu stupide et son obsession durant ce match, c'est que l'arbitre ne compte pas assez vite à son goût. Donc à chaque fois qu'on a un near fall, il va engueuler l'arbitre en lui disant « Mais c'était 3, c'était 3 ». Bon, l'arbitre, il se laisse pas démonter. De toute façon, on n'a jamais vu un arbitre dire ah oui, pardon, c'est vrai, c'était 3, excusez-moi, vous avez gagné. Je veux voir ça maintenant, j'ai envie de voir ça. Moi aussi, du coup, ça m'a donné envie, là. Ça ferait un bon booking, écoute, voilà, c'est cadeau. Mais après un Deep Six, il y a encore un near fall. Corbin, il est encore en colère. Et là, l'arbitre, il se rebelle. Il dit oh, je suis le référé, voilà, c'est moi qui décide. Et ça permet à Seth Rollins de placer un petit paquet des familles. L'arbitre s'en donne à cœur joint, hein, il en profite. 1, 2, 3, le tombé est rapide. Seth Rollins gagne ce match. Voilà, une victoire héroïque pour Seth Rollins. Mais le problème, c'est que Corbin est battu, mais il n'est pas vraiment vaincu. Et de colère, il place un End of Days au champion. Avant de s'en aller, de suite, évidemment, quelqu'un en profite. Il était là, il était prévenu, il était tapis dans l'ombre. La bête Brock Lesnar avait annoncé qu'il viendrait cash-in son Money in the Bank ce soir-là. Et là, Rollins qui sort d'un match assez court, enfin 11 minutes, hein, on a eu de match de championnat. Les conditions ont l'air plutôt bonnes. Brock Lesnar arrive, il monte sur le ring. Paul Heyman le suit et Paul Heyman glisse. Ah non, Paul Heyman est tombé. Et Brock Lesnar, Brock Lesnar, ça lui détourne l'attention. Le temps qu'il faut pour Seth Rollins pour lui envoyer un
coup de poing dans les parties basses, low blow. Et voilà, là c'est le tournant du segment. Brock Lesnar est pris à son propre piège. Rollins le tabasse avec une chaise. On a droit même à un curb stomp sur la mallette. Le champion a réussi à se tirer de ce traquenard. Brock Lesnar est humilié. On peut pas dire mieux. Hein. Il a complètement raté son moment. Cash-in raté. Enfin, le cash-in n'a pas commencé, donc il repart quand même avec la mallette. Mais voilà, humiliation totale en terre saoudienne pour la bête. Et Rollins reste champion. Donc c'est un long segment d'ouverture avec ces 2 moments distincts. Le match pas très intéressant j'ai trouvé. Puis après voilà ce moment beaucoup plus plein d'adrénaline. On va commencer par allez, Yerem, petit privilège pour notre prince couronné. Qu'est-ce que t'as aimé tout ça? Alors, d'une part, Baron Corbin était magnifique, hein, comme à chaque fois, à chaque apparition de l'ancien General Manager. Je pense d'ailleurs que c'est des résidus de son ancien rôle qu'il avait au sein de la WWE qui fait qu'il voyait un sentiment d'injustice assez fort et évident quant au compte des comptes de l'arbitre qui était affreusement trop lent, effectivement, même à mon goût. Je comprends donc la colère du Baron. Mais de façon plus sérieuse, je trouve que voilà, il a bien fait son taf, le Baron. Et comme je l'ai dit dans le Discord, vous allez en bouffer du Baron dans les 10 ou 15 années à venir. Donc, il va falloir s'y habituer. Par contre, il y en a un qui va être hanté, qui a dû passer une très mauvaise nuit. C'est Paul Heyman. Ah oui. Voilà. Oh là là, vache, quand il s'est cassé la gueule, c'était assez ridicule. Tout est ridicule du coup en fait un petit peu dans cette séquence. Mais j'ai trouvé ça assez divertissant et effectivement là, Brock Lesnar, comme tu as dit, était ridiculisé et ça va. Je suis pas sûr qu'on va revoir le Brock Lesnar avec son boombox qui prend tout à la rigolade là, au retour de Jeddah. Donc je trouve que c'est plutôt sympa là cet opener. Ouais. Ouais, c'est un peu la douche froide. Hein. Tout le plan était bien écrit pour Lesnar, mais il y a eu un petit souci. Chris, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Est-ce que t'es aussi fan du Baron que Yerem? Je ne suis pas sûr, mais. Ah ouais, non, le match, il a duré 11 minutes, ça n'a pas été génial. Bon, moi, je l'ai toujours dit, un Corbin match à plusieurs, je le trouve plutôt pas mal. Alors que dès qu'on est dans des 1 contre 1, il perd totalement, enfin, il perd toute crédibilité auprès de moi, en tout cas. Et vraiment, je le trouve pas bon en 1 contre 1, quoi. Je le trouve pas, je sais pas, je le trouve pas dangereux, quoi. Il m'intéresse pas, quoi. Donc j'ai du mal, hein, du coup, j'ai du mal à trouver un match extraordinaire en 1 contre 1 avec Baron Corbin, quoi. Et après, le botch volontaire, involontaire de l'ami pour nous offrir ce beatdown de Rollins sur Lesnar. Le nouvel objet de Rollins, quand même, il faut signaler que Rollins ne se sépare plus de ses chaises. Hein, dorénavant, partout où il est, il a une chaise et il se sert de ses chaises à tout va. Donc c'est assez drôle, quoi. Et comme dit justement Yerem, je pense qu'effectivement Lesnar il va plus se laisser avoir comme ça et qu'il va plus être en mode ouais, j'arrive tranquillou et puis je défonce quand j'ai envie. Je pense que les prochaines fois où on le reverra, ça va être beaucoup plus saignant, quoi. Mais bon, on peut pas dire que c'est un opener qui m'est grandement enthousiasmé. C'était pas décidément d'ailleurs, c'est la place de Seth Rollins dans les shows en ce moment. Il fait les openers, il fait l'opener à WrestleMania, il fait l'opener à Super Showdown. C'est assez surprenant tout ça. Mais bon. Ouais, c'est peut-être parce que toujours Brock Lesnar a un avion à prendre ensuite. Moi, je suis plutôt de l'avis de Chris, malheureusement. Désolé, Irem, pour Baron Corbin. Je trouve qu'il a souvent cette gimmick un petit peu. En fait, il fait pas très dangereux et menaçant parce que quand il a toutes les cartes en main pour gagner, il perd complètement. Enfin, il a un peu une gimmick de mec, voilà. Pas vraiment focus sur son combat et c'est un peu dommage. Ouais, on n'a pas vu grand chose sur le ring. Mais bon, bah voilà, on a un peu expédié cette histoire de cash-in. C'est vrai que ça faisait plusieurs semaines qu'on nous dit ah c'est ce soir, c'est maintenant ou c'est demain. Là, je pense que on libère un peu la pression et puis on va passer un petit peu de longues semaines sans. Je crois que Lesnar a quelques blessures à penser, notamment sur son ego là aussi. Juste les gars là sur le Baron, justement, c'est ça qui est fascinant et magnifique avec le Baron, c'est qu'il y a une belle courbe de progression là qui est droit devant lui.
Donc, donc rien que ça, c'est assez fascinant. Allez, d'accord, on te l'accorde, on te l'accorde. Là, on enchaîne, hein. Il y avait plusieurs ceintures défendues ce soir, et la deuxième, de suite, dans la foulée, le titre intercontinental. Donc ça, c'est un match qu'on nous a booké depuis très longtemps. Andrade a eu une chance de l'emporter contre Finn Balor, le champion actuel. On les a pas beaucoup vus en interaction dans la feud. Andrade, on voit même pas son entrée, puisque Zelina Vega elle est pas là, hein, pour la simple et bonne raison que c'est une femme. Voilà, elle avait qu'à faire autrement, hein, sinon elle aurait pu venir en Arabie Saoudite. Mais voilà, non, hein, madame, vous êtes une femme, désolé, vous n'entrez pas dans ce pays. Et alors lui, il vient déguisé en démon. Alors ça, je me suis posé la question, justement, c'est une gimmick assez, voilà, je sais pas, pour des fondamentalistes religieux, tout ce qui est démon en général, bof. Ouais, surtout que tu nous as appris que Aleister Black n'est pas venu à cause de ses tatouages. Donc, oui, bon, après c'est ce que j'ai lu sur les internets mondiaux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais bah, pas. si t'as eu ça sur internet, laisse tomber. C'est sûrement vrai, oui, on est d'accord. Alors, la rencontre était assez bonne, disputée. Andrade réussit à dominer jusqu'à placer son finisher, mais Finn Balor kick out parce que c'est un champion valeureux, et il va réussir à conserver son titre sur un inévitable coup de grâce. Donc on a un peu là la caution catch pour les fans, même si la foule est un petit peu moins dedans, hein. À Jeddah, on est plutôt Mark quand même, on n'est pas super smart. Toi Chris, qui est un grand smart depuis 20 ans, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? 20 ans, plus de 30 ans même. Le match était pas mal. Par contre, le public avait disparu. Visiblement, c'était l'heure de la prière, et pendant le intercontinental, donc c'était un petit peu embêtant quand même que le public ne soit pas du tout là pendant ce match-là. Alors effectivement, est-ce que c'est lié au fait du démon? Est-ce que ça a pas du tout plu au public, et puis que du coup, s'il s'en est désintéressé, je sais pas. C'est dommage parce que in-ring, c'était vachement bon. C'était l'un des meilleurs matchs de la soirée pour moi. Malgré qu'il n'ait duré que 11 minutes, c'était vraiment très très bon, quoi. Et il y a une bonne alchimie entre Andrade et Baylor, et moi, je suis assez prêt à revoir cette confrontation à l'avenir. Dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, j'espère. La foule était vraiment endormie, quoi. Donc du coup, Baylor garde le titre, mais est-ce que quand Baylor est en démon, le fait de le voir garder le titre, c'est quelque chose de surprenant? Je ne crois pas. Parce qu'à chaque fois que Baylor est en démon, il gagne de toute façon. Donc pour les suiveurs réguliers, c'est vrai que du coup, ça tue un petit peu le suspense, quoi. Mais bon, c'était voilà, comme le match dans le ring était sympa, du coup, c'est plutôt passé crème pour moi. Alors Irem, toi tu t'es endormi comme le public saoudien, ou t'étais réveillé? Non, je t'ai réveillé. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, Chris, c'était la caution catch lutte de haut vol de la soirée. Ouais, c'est vrai que bon, un peu galvaudé maintenant ce démon Finn Balor. Depuis qu'il arrive dans le main roster, il apparaît toujours là où on l'attend pas. Et là, bon, en fait, du coup, tu sens vraiment la raison pour laquelle il est en démon, c'est tout simplement parce que tu es à Jeddah et que le prince veut voir le démon, même si effectivement les démons sont pas forcément les bienvenus, mais ouais, c'est un petit peu dommage effectivement qu'on sorte le démon, mais du coup ça protège aussi un petit peu Andrade qui peut, voilà, ils l'ont précisé, mais que se serait-il passé si Andrade n'avait pas affronté Finn Balor en démon? Il aurait sûrement gagné. Bah oui, mais bon, que se passerait-il s'il n'y avait pas eu Zidane dans l'équipe de France? Mais oui, mais il était là, donc pas de bol. Il faut faire avec. Mais ouais, c'était un bon match. La foule était à côté, mais moi j'étais dedans, donc pour moi c'est une petite réussite, ce petit match pour le titre intercontinental. Ouais, moi je partage votre avis, j'ai bien aimé en tant que smart devant l'éternel, j'ai bien aimé parce que 11 minutes 35, bon, pour un show comme ça, c'est pas si mal en termes de temps, surtout qu'on avait eu très peu d'interaction entre les deux. Bon, voilà, si on creuse un petit peu, c'est vrai que cette histoire du démon, pourquoi il était là, ça sortait un peu nulle part, et en même temps, puisqu'il gagne à chaque fois en démon, pourquoi il vient pas tout le temps en démon? C'est comme ça fait partie de la mystique du catch, mais je suis d'accord avec Chris, j'aimerais bien les revoir un peu plus en vraie interaction.
États-Unis, tout ça, c'est quand on sera débarrassé un petit peu de tout ce poids là du show WrestleMania size, comme ils nous disent à Jeddah. On continue, la soirée continue de se passer. Toujours pas de femme, évidemment. Par contre, Roman Reigns affronte Shane McMahon. Je sais que tous les deux vous adorez Shane McMahon, donc j'imagine que là, vous en auriez bien redemandé un peu plus parce que le match est court, il dure 9 minutes 35. Shane McMahon, le best in the world, est totalement dominateur pendant une bonne partie de la rencontre, parce qu'il a une très bonne idée, il frappe dans les côtes, et ça, Roman Reigns, ça lui fait mal, ça lui fait très mal, il est à bout de souffle. Ça passe à travers son gilet pare-balles. C'est des coups du best in the world quand même. Alors n'oublions pas que c'est très important, à bord du ring, il y a Drew McIntyre qui est le soutien psychologique, le soutien moral de Shane McMahon. Il va être un petit peu plus que ça, si l'on peut dire. Il va monter en grade, puisqu'à un moment donné, l'arbitre se retrouve poussé. Il y a une sorte de, pas totalement un ref bump, mais une distraction qui permet à Drew McIntyre de monter au milieu du ring et d'envoyer à Roman Reigns un Claymore kick. Et juste avant, on avait quand même eu une humiliation suprême parce que Shane avait réussi à placer un spear à Roman Reigns. Donc c'est une mauvaise soirée pour Roman et bonne soirée pour le Best in the World qui continue sa bonne série saoudienne. 1, 2, 3 après le Claymore kick. Shane McMahon l'emporte. Roman Reigns a perdu. Là, on a un coup de tonnerre mondial. La WWE... c'est à ce moment-là qu'on avait fait d'artifice. Non, c'est sur l'entrée de Roman Reigns, je crois, de mémoire, non que... Des feux d'artifice tout le temps, ce soir-là, mec. Le Ah ouais. moindre jobber avait un feu d'artifice. C'est clair. C'est vrai. Alors, Chris, on va commencer par toi. Shane, la victoire de Shane. Vous voulez vraiment... Mais franchement, mais comment on peut croire que Roman Reigns perde un match contre Shane McMahon? Alors, Roman, il a eu une pop, par contre, du public saoudien, un truc de fou. Hein. Il est visiblement très apprécié à Jeddah, quoi. Et mais quelle catastrophe, mais comment, mais ça m'a déprimé ça, mais oh là là là, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors évidemment, Shane McMahon il gagne le match parce qu'il a Drew McIntyre qui est dans son camp, quoi, et que heureusement d'ailleurs que Drew est là pour Shane d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il ferait sans son Écossais, quoi. Hein. Mais moi j'ai trouvé ça catastrophique. Je suis désolé les amis, hein, je vais pas rentrer dans un enthousiasme démesuré parce que là ça m'a saoulé, quoi. Hein, il y a pas d'autre mot, quoi. Comment on peut Ça fait 8 ans qu'on nous vend Roman Reigns comme un des top guys de la fédération, comme un des catcheurs les plus dangereux, les plus monstrueux, qui a gagné je ne sais combien de titres, etc., qui a un palmarès qui est long comme le bras, et il perd face à Shane McMahon. Mais alors, Best in the World. Mais je n'en peux plus, quoi. Mais le gars, mais ses coups de poing, alors en plus, il a ajouté une nouvelle arme à son arsenal, mais qui est catastrophique, c'est son espèce de soumission où je prends le bras là, j'arrive même pas à un nom à cette soumission, quoi. Mais c'est une horreur, ce mec, quoi. Non, mais il faut quelque chose, quoi. Non, mais je sais pas, IRM, serre-toi ton sang royal là. Je sais pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose avec Shane McMahon. Il faut qu'il ait un accident. Il faut. J'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus, quoi. Et alors, le fait de le voir gagner le match, bah écoute, ça n'a fait qu'ajouter à mon désappointement. Et j'étais très, très content que tout ça se termine. Heureusement, ça n'a duré que 9 minutes. Heureusement. Et alors, ouais, vas-y. la pyro à la fin pour Shane McMahon, on avait l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde de football. Bon, ça, à la limite, c'est cool parce que c'est vraiment dans le personnage. Moi, ce qui m'embête le plus, en fait, c'est que ça devrait rester au niveau de la mid-card. On devrait avoir une sorte de décalage entre les accomplissements de Shane et voilà, le mec se gargarise, il est là, il en peut plus. Enfin, voilà, il est debout avec les feux d'artifice et tout, mais voilà, il bat le Miz, il bat des mecs de mid-card, de up-card, mais il y a un décalage avec le fait de battre Roman Reigns, quoi. Roman Reigns, c'est pas... Une fois que tu as battu Roman Reigns, tu n'as plus personne à battre. Enfin, il reste Brock Lesnar et c'est tout, quoi. Donc, t'imagines l'affiche? Ah non, mais ouais. Voilà. Pardon, je peux pas. Ah ouais, non, mais là. Ouais. Et à noter que non seulement... Alors, ok, en soi, je veux bien. Shane gagne grâce à l'intervention de Drew McIntyre, mais en fait, tu veux booker, donc c'est pour booker Drew versus Roman Reigns pour le prochain pay-per-view, sauf que Roman Reigns a déjà battu Drew il y a 2 mois à WrestleMania de façon assez clean. Et du coup, derrière c'est quoi le payoff? C'est d'avoir un Shane versus Roman Reigns à SummerSlam.
mais on veut pas vraiment ça. Et puis enfin, il y a trop de distance entre. Enfin, il y a un vrai décalage quoi entre ce qui est censé être Roman Reigns et ce qui est censé être Shane O'Mac. Les deux en fait, les deux ne devraient pas être dans le même univers quoi. Ils devraient ne pas être dans le même microcosme où Shane O'Mac bat des catcheurs et enfin coche des cases quoi en se disant ouais je vous ai tous battus et puis mais là Roman Reigns c'est déjà le deuxième gars qui bat, enfin ça arrive trop tôt limite. D'autant plus que Shane est montré non seulement il résiste mais il est très enfin entre les cordes je crois il évite au moins 2 spears je crois dans le match, donc Ouais. c'est très rare. Enfin, j'ai pas souvenir que un adversaire de Roman Reigns parvienne à éviter 2 fois le spear quoi, enfin le contrer. Et le Donc, place, le spear. oui, mais je crois qu'il en évite 2 Shane O'Mac durant Ouais, ce match. il fait une espèce de tacle pour attaquer le Ouais. genou, ouais. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y en a un deuxième encore. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça m'avait. Sur le coup, je me suis dit, putain, le mec, non seulement ses coups de poing sont terribles, sont puissants, mais en plus, il est agile et stratège. Et en plus, à la fin, il gagne. Là, il a pas gagné par hasard comme avec le Miz. Il a presque out-wrestle Roman Reigns, quoi, malgré l'intervention de Drew McIntyre à la fin. Donc ouais, les deux devraient pas être en feud, quoi, parce que c'est trop. Il y a trop de décalage, quoi. C'est pas le même niveau. Ça peut pas fonctionner. Amen. Moi c'est ça qui me fait chier en fait. Ouais, c'est vraiment le passage in ring. Autant j'ai trouvé dans la feud contre le Miz que on avait vraiment ce côté Shane qui donne tout dans le sens voilà, il transpire, il dégouline et il arrive à tous les petits coups de vis parce qu'il y avait des objets, parce qu'on était hors du ring, parce qu'on était en cage. Mais là voilà quoi, Roman Reigns il attaque le match, il est frais et puis bah il prend 2 3 coups dans les côtes et il subit comme vous l'avez dit. Il y a moi je pense que voilà, c'est alors ils ont pas osé sûrement à cause du prestige de Roman Reigns, mais limite il fallait la jouer. J'aurais préféré un vrai squash quoi. J'aurais préféré que Drew il intervienne avant le match ou autre et que ça dure 4 minutes et là c'était un peu long, c'était un peu difficile à voir et effectivement qu'est-ce qu'on fait? On continue sur la gimmick Best in the World, donc il continue de gagner Shane. Voilà, c'est effectivement moi peut-être que peut-être que la prédiction c'est dans 2 semaines Shane demande un match contre Brock Lesnar pour le Money in the Bank et puis il gagne et puis du coup après il va cash in ensuite sur Seth Rollins peut-être hein, qui sait. Ah, ou sur Kofi Kingston, toi, il peut aller chercher Bien sûr. Kofi Kingston, évidemment, ouais. Évidemment, ouais, ça se passe Mais c'est comme ça, ça. en fait, en tant que spectateur, qui t'as envie de voir botter le cul à Shane? Roman Reigns, le Bah top oui. guy qui affronte des Golgoth, Brock Lesnar et bien d'autres, ou alors un mid-carder sympathique qui s'est fait rouler dessus, enfin, qui va botter le cul du boss, toi, un mec qui se fait bully par le boss, comme le Miz ou n'importe quel mid-carder. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas Roman Reigns ou Seth Rollins, t'as des mecs qui sont des superstars, aller botter le cul au fils du patron. C'est pas une histoire passionnante. Là, on sait plus là. On sait plus qui va battre Shane. Oh, il lui casse les couilles. On verra bien. Ouais, voilà, disons ça. Bon, écoutez, on va peut-être passer directement à la suite. Et puis, n'hésitez pas, hein, ceux qui nous écoutaient, à nous donner notre avis. Peut-être qu'il y a des grands fans de Shane McMahon parmi notre auditoire. N'hésitez pas, expliquez-nous, défendez votre patron, hein, puisque c'est notre patron à tous quand même. Du coup, après ce long segment qui nous fait beaucoup débattre, on va avoir un petit peu plus de fraîcheur, puisque Lars Sullivan affrontait les Lucha House Party dans un match 3 contre 1. Et Lars Sullivan, il arrive à peu près à détruire tout le monde jusqu'à ce que les 3 Mexicos se liguent et se mettent à le taper à tel point qu'il y a disqualification. Donc c'est Lars Sullivan qui gagne par disqualification contre la Lucha House Party. Mais comme il s'en laisse pas compter, bah, il va quand même réussir à peu près détruire les 3 et à partir relativement vainqueur du segment. Donc là, Yerem, je te laisse la parole pour dire ce que tu veux. C'est juste l'illustration parfaitement terrible d'une équipe créative.
quand j'ai équipe créative, j'inclus tout le monde parce que à force, on sait plus vraiment qui dirige la barque à part dire ouais, c'est Vince, mais peu importe le système quoi, le système créatif qui est derrière WWE, qui complexifie, qui se prend la tête sur des choses simples comme un squash d'un monstre qui vient de monter dans le roster, qui a roulé sur des anciennes stars et qui maintenant doit rouler sur la friture, la Lucha House Party. Et ben non, c'est simple, le mec aurait dû leur rouler dessus tous les trois. Et ben non, le mec, il va gagner un de ses premiers matchs, en tout cas sur une grande scène, hein, puisqu'on est au WrestleMania du Moyen-Orient. Le mec, il va gagner grâce à un DQ, quoi, de la Lucha House Party. Non mais les gars, ça s'écrivait tout seul. Et ben non, les mecs se cassent les culs. Visiblement, on veut protéger la Lucha House Party. Je sais pas pourquoi, mais voilà, l'exemple parfait de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Chris, un mot à dire là-dessus? Ouais, un match. Cache ta joie, Chris. Ah ouais, 5 minutes douche comprise. Heureusement, Ouais. en fait, que ça a été très rapide. Hein. Je ne vois aucun intérêt à ce match-là mais par contre, pour le coup, qui avait une logique, c'est que c'était bien un match de house show, quoi. Ah oui. Voilà, ça avait beau être le house show le plus cher de l'histoire du catch, là, pour le coup, on était vraiment dans un match. Là, on aurait été à Bercy, ou on aurait été à Londres, à Berlin, ou je ne sais où, pendant la tournée européenne, ça aurait été tout à fait le genre de match qui aurait collé dans la carte. Là, dans un match, dans un stade immense, avec des feux d'artifice, démentiel de partout et tout ça, quoi, on nous file ce handicap match complètement sans aucun sens, sans aucun. Enfin, voilà, qui est déjà du vu et revu, puisque Sullivan et la Lucha House Party, ils s'affrontent depuis déjà des semaines. Donc écoute, ça n'avait aucun intérêt, ça a été rapide et c'était tant mieux. Ouais, avec quand même cette histoire bizarre des gentils, puisque a priori les Lucha House Party sont quand même les gentils qui sont disqualifiés. Mais bon, c'est vrai qu'on va pas trop chercher plus loin. Là, on reste quand même pour le moment dans de la low card. Hein. Pour Sullivan, on va attendre un petit peu, voir ce qu'il peut faire de mieux que ça. Ça tombait bien d'avoir le match le plus court de la soirée, puisqu'on enchaîne sur le match qui va être le plus long de toute la nuit. Donc une rivalité classique que nous avons entre Randy Orton et Triple H, les deux anciens de Evolution qui s'affrontent. 25 minutes de combat lent, tactique comme on les aime, méthodique comme on dit. Randy Orton réussit à placer un RKO qui va être kick-out. Triple H se relève. Orton domine et donc essaye de passer son punt kick, son fameux coup de vis, de coup de pied à la nuque qu'il n'a pas fait depuis une éternité, mais il est contré par un pedigree qui lui aussi sera kick-out. Malheureusement, voilà, c'est pas la victoire ce coup-ci. Triple H redomine ensuite et va réussir à passer Orton sur la table des commentateurs, à lui faire une sorte de slam, là, comme Orton lui-même a beaucoup fait ces derniers temps à tout le monde, jusqu'à remonter sur le ring. Mais là, les 3 lettres diaboliques ressurgissent. RKO, un deuxième. Et Randy Orton remporte clean cet affrontement des légendes, voilà, comme on peut l'appeler. 25 minutes de pur plaisir, Chris, ou c'était un petit peu long? J'ai trouvé ça un peu long. Enfin, j'ai été étonné que ça soit le match le plus long. Enfin, moi, je suis quand même toujours surpris que. Attends, il y avait écrit Triple H dans le match, donc. Bien sûr, hein, il y a Triple H, donc on lui donne 25 minutes. C'est-à-dire que Seth Rollins a le droit à 11 minutes, Finn Balor a le droit à 11 minutes. Tu vois, tous les matchs pour les titres, en fait, ont eu droit entre 9 et 12 minutes, on va dire. Et puis, Triple H, quand il arrive sur le ring, lui, il a le droit à 25 sa grosse moto. Voilà, avec sa grosse moto. Et il a le droit à 25 minutes, quoi. Alors écoute, le match, je l'ai trouvé relativement long, mais c'était pas tellement tant le fait que le match dure 25 minutes, c'était que c'était lent. J'ai trouvé que le combat entre les deux était lent, quoi, et puis c'est assez logique que ça soit lent, quoi. Par contre, j'ai bien aimé le finish. Les 2-3 dernières minutes, tout d'un coup, ça s'est réveillé et puis ça a un peu envoyé et c'était plutôt sympa. J'ai plutôt bien aimé, en fait, la fin du match. Mais il fallait quand même se fader les 22 minutes précédentes, quoi, pour avoir droit à 3 minutes de catch vraiment intense, quoi. Après, bon,
public était vraiment à fond. Donc, il faut croire que vraiment Triple H et Randy Orton ont la cote en Arabie Saoudite et le public, pour le coup, était de retour vraiment pendant ce match. Et on a eu droit à une belle ambiance. Donc, tout de suite, ça aide quand même. Et les mecs étaient. Alors, ça a été un peu un fil rouge pendant tout le house show, mais les mecs étaient dans un état de sueur démentiel, quoi. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de nous répéter qu'il faisait 100 degrés Fahrenheit. Alors, pour les amis, 100 degrés Fahrenheit, ça équivaut à 38 degrés Celsius. Ah oui. 38 degrés Celsius, c'est chaud, mais ça me semblait pas si phénoménal que ça, quoi. Mais bon, écoute, à écouter les commentateurs américains, c'était complètement démentiel, quoi. Et donc, du coup, les gars en ont profité pour perdre 2-3 kilos chacun. Et puis, voilà, c'est peut-être le Triple H, ça lui a fait du bien pour sa shape, quoi. mais voilà, c'était quand même long et c'était quand même très lent. Ouais. Est-ce que Yerem, qui est un ancien, lui aussi un fan du bon catch, qu'est-ce que tu en penses? Tactique T'es gentil, qui est un ancien, j'ai encore du temps devant moi. Sauf s'il fait 38 degrés toute l'année, parce que moi je trouve 38 degrés c'est quand même assez chaud. C'est choquant. Chris depuis sa plage sur sa petite île là, il est 38 degrés, bah oui, pas de problème. Ah ouais, ça fait. Moi qui viens de l'est de la France, on a 38 degrés, ok, ça arrive 2-3 fois par an, mais on n'est pas habitué non plus. Donc, moi j'ai beaucoup aimé ce match parce qu'il prenait vraiment sa place dans tout ce décorum, dans cette espèce de pay-per-view qui faisait un peu la part belle parce que le public était surtout derrière les légendes et les grands noms plutôt que les petits gars qui sautent dans tous les sens. Donc, c'est un match qui avait vraiment sa place et qui représentait plutôt bien le pay-per-view. Donc, tout a plutôt bien collé. La foule était au taquet. Il y avait de l'intensité, j'ai trouvé, entre Randy Orton et Triple H. Rien que dans l'entrée, quoi, leur regard, tout l'historique qu'il y a derrière, je trouvais que c'était tout semblait naturel et je me suis pas voilà, c'était pas forcé comme peut-être d'autres matchs sur la carte ou dans d'autres pay-per-view de ce style-là où on fait revenir des anciens et tout. Et moi j'ai aimé le côté méthodique. De toute façon, c'est un match de Triple H, c'est un match de Randy Orton. On a eu un match de Triple H contre Randy Orton, mais il y avait aussi ce côté-là très psychologique où les mecs se connaissent, beaucoup de contres. J'ai aimé effectivement cette dernière séquence là de Triple H qui par 4 fois balance la vipère sur la table des commentateurs, qui t'explique oh mon Dieu, il l'a envoyé sur l'arête de la tablette iPad qui sont des écrans moniteurs. Ce ne sont pas des faux écrans, mesdames et messieurs, ce sont de vrais écrans de contrôle. Et Triple H est tombé, la moelle épinière de Triple H s'est abattue sur la tablette de Corey Graves. Mon Dieu, enfin ils en ont fait tout un fort. Donc il y avait une espèce de dramaturgie un peu over the top. C'est vrai qu'ils ont des caisses pendant ce moment-là. Mais des caisses et des caisses et des caisses pendant ce moment-là. J'étais là, mais attends, c'était quoi? Enfin, j'ai envie de savoir plus. Quelle est l'histoire de cette tablette? D'où vient-elle? Voilà, quel est son réseau, toi? J'ai envie d'en savoir plus maintenant sur cette tablette. Donc, moi, je trouve que c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Donc, tout simplement. Ah bah oui, carrément. Bah alors. Non, moi j'ai un peu, j'ai largement fast forward. Hein. J'avoue, j'ai accéléré. Il y a eu des longues prises de soumission aussi. Ouais, moi j'ai trouvé ce côté très match de house show évidemment et ça marchait tout à fait dans l'ambiance avec un public marque et ces deux légendes. Mais bon, c'est long. Enfin, ça m'a fait penser. Le premier show à Jeddah, il y avait eu. Le premier show en Arabie Saoudite, c'était Triple H, John Cena. C'était pareil. C'était un peu long. Ça correspond pas trop à ce que j'ai envie de voir à la WWE en 2019. Je comprends le contexte. Je comprends le fait que voilà, c'est un petit match de gala entre des gens qui se connaissent, mais. Ceux qui les mettent là que dans tes pay-per-view préférés, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais je suis d'accord. Là, s'il y a un truc sur lequel je te rejoins, Yerem, là, je suis totalement d'accord, c'est que c'est clair que c'est ce genre d'affiche, ça correspond tout à fait à ce genre de show. Après, effectivement, j'ai pas envie de voir dans un pay-per-view Money in the Bank, dans un Survivor Series ou un truc comme ça, j'aurais pas envie de voir un Randy Orton Triple H. Mais là, ouais, dans un house show gigantissime, ça passe, quoi. À propos de gigantissime, allez, c'est le moment des gros géants, là, des gros muscles. Bobby Lashley affronte Braun Strowman
dans un match qui n'a pas d'enjeu et qui va durer 8 minutes. Un match avec une gimmick de Running Power Slam, puisque Bobby Lashley va réussir à passer à Strowman le finisher de Strowman, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, hein. Strowman, il va pas se laisser avoir. Lui, il va en passer 2, voire 3 si ma mémoire est bonne. Et il l'emporte contre comment il l'appelle déjà? J'allais dire The Man of the Hour, mais non, ça c'était Lio Rush. C'est quoi son surnom à Bobby Lashley déjà? Je sais plus. Almighty. Le Almighty, oui, voilà. Almighty, Allez, c'est Chris qui l'a dit en premier. Chris, ton Bravo. analyse de ce match. Bonne Bonne réponse. C'était un match pareil, assez expédié. Hein. On sortait de 25 minutes de Randy Orton Triple H et derrière, on s'est enchaîné 8 minutes. Donc 8 minutes, ils avaient intérêt à envoyer la sauce. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait, les deux monstres. Donc ça, c'était, je pense, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une mission plutôt accomplie. Et j'ai trouvé, en tout cas, moi, j'ai plutôt bien aimé ce match. Et peut-être du fait, justement, de sa rapidité. Et donc, parce que du coup, on a eu du coup puissant, des body slams, des gros shoulder tackles aussi, quoi. Il y a eu, en plus, ça m'a fait marrer, quoi. Lashley et Strowman, ils arrivent tous les deux dans un état de sueur démentiel, quoi. Et plus ça allait, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont maigrir au fur et à mesure du match, quoi, sous nos yeux. Et c'était, voilà, les deux colosses ensemble, donc du coup, c'était. Je m'attendais à un truc assez pourri, et finalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, avec une victoire de Strowman sur son body slam traditionnel. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, je te rejoins, c'était un bon match. Moi, ce qui m'a surpris et agréablement surpris, c'est tu l'as dit, la vitesse et les gros bumps qui se sont mis sur la gueule, qui a fait que cet affrontement, finalement, ne ressemblait pas aux précédents affrontements du même type qu'on a eu ces dernières années. Il y avait de l'intensité, quelque chose que Lashley ne nous habitue pas, ne nous a jamais habitués. Donc, rien que ça, ça vaut une petite étoile supplémentaire. Donc, ouais, j'étais bien surpris. Sur la fin, ça c'est un peu retombé, mais en tout cas, le début du match, j'ai trouvé les 5 premières minutes du match étaient étonnantes d'impact et de rapidité pour ces deux bonhommes. Donc ouais, ils ont bien rempli leur mission, leur contrat, là, les deux grands. Contrat rempli, bah ouais. Match de Golgoth et encore une fois, globalement, on est dans l'ambiance du house show, du spectaculaire. C'est pas le Greatest Royal Rumble, mais ça a envoyé du muscle. Bon, c'était court, donc ça s'est bien passé, on va dire. Même si j'avoue, j'ai un peu accéléré certains passages aussi. Mais du coup, ça fait gagner du temps sur le visionnage. Du coup, t'as dû le voir courir super vite, la Braun Strowman, quand il court autour du ring, là. C'était en avance rapide. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai arrêté après, parce que oh là là, j'ai tourné la tête, hein. Il me faisait, c'était mon manège à moi, c'était lui, comme on dit. Mesdames et messieurs de catch-up, attention, vous avez des références Piaf dans une review catch, et ça, quand même, il faut le noter, il faut le mettre au crédit de Raphaël. Voilà, merci. Bah ouais, moi quand je vois Braun Strowman, je pense de suite à Edith Piaf, c'est une association évidente. Ça ferait un bon mix match tag team, ça. Bon, ben voilà, alors on continue. Ah oui, bah, quand même, voilà. Ah, c'est le gros moment. Ah non, c'est pas encore, pardon. Il y a un match encore de championnat, c'est le dernier. Que j'attendais le plus, personnellement. Voilà, le championnat de la WWE, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Donc Dolph Ziggler qui dit que ça devait être lui le champion, ça devait être lui la belle histoire du mec qui après 10 ans devient champion du monde. Il affronte donc Dolph Ziggler, il affronte donc Kofi Kingston, voilà, dans un match qui dure 10 minutes. C'est assez court là aussi malheureusement, on aurait peut-être aimé un petit peu plus. On n'a pas l'occasion de voir beaucoup de prises. Bon, Kofi Kingston est en forme, Dolph Ziggler réussit à sortir quand même son moveset habituel. Malheureusement, dehors, il y a Xavier Woods qui soutient Kofi Kingston, et c'est lui qui va être le tournant du match, puisqu'il prend un kick de la part de Dolph Ziggler, et ensuite, un peu plus tard dans le match, pour se venger, suite à une distraction de l'arbitre, il place lui aussi un kick à Dolph Ziggler, ce qui permet à Kofi Kingston de porter son Trouble in Paradise et de remporter l'affrontement. 10 minutes, un petit peu rapide, un goût amer dans la bouche, et il le dira ensuite, Dolph Ziggler, en commentaire backstage. Il dira là, moi j'étais un supporter de Kofi Kingston, je disais qu'il avait tout mérité, mais en fait on vient de voir la vérité là.
Kofi Kingston, il peut rien faire sans son copain Xavier Woods, il peut rien faire sans tricher. C'est la honte, c'est un scandale. Après Baron Corbin, on a Dolph Ziggler qui se fait flouer. Yerem, toi, t'en penses quoi? T'es deg, toi aussi? Les champions, c'est plus. Les champions, c'est plus ce que c'était, ouais, les champions. Mais ça, c'est une constante, de toute façon, à la WWE, c'est que les faces se révèlent toujours finalement ne pas être si fair play que ça, et les heels finissent toujours par révéler une part honnête et justifiée de leur motivation, et du coup, à la fin, ça fait toujours un truc un peu bizarre. Mais bon, ça c'est la signature WWE. On n'ose plus faire des ultra babyface et on n'ose plus faire des ultra heels. Des ultra heels. Ouais, moi j'étais goût amer, tu l'as dit, ouais, j'étais hyper déçu parce que comme je l'ai dit juste avant, c'était le match que j'attendais le plus. Mais du coup, j'aurais dû me dire, effectivement, je saurais que la prochaine fois qu'il y a un match à Jeddah où les mecs font pas plus de 150 kilos, il y a peu de chances que ça soit que je sois entièrement satisfait, on va dire. Donc ouais, c'était un peu expédié. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas trop d'émotion, alors que dans le build de cette rivalité, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotion quand même, en particulier de la part de Ziggler. Ah bah il chialait tout le temps, ouais. Il pleure tout le temps. Donc, et puis ces mecs-là, ils se connaissent depuis tellement longtemps. Je me suis dit, bah voilà, ils vont réussir à nous raconter une histoire où justement ils se connaissent par cœur et je sais pas, il va y avoir des rappels à ce qu'ils ont fait avant et tout, mais rien eu de tout ça. Et en plus, effectivement, le face gagne grâce à l'implication de son comparse. Donc, bon, bah voilà, c'est tout ça pour nous booker la suite dans le match en cage. Hein. Donc ouais, déçu parce qu'ils auraient pu quand même. Ils auraient pu nous construire un truc un peu mieux chiadé avec un peu plus d'émotion, quoi. Ah bah le titre intercontinental, ils ont un peu mieux délivré la marchandise, c'est sûr. Ouais, mais là, il y avait en plus, il y avait de l'histoire, un passif entre les deux, enfin, toi, quelque chose en plus, quoi, que j'ai retrouvé dans le match Triple H versus Randy Orton, même s'ils ont 3 fois plus de temps pour le développer, forcément. Ah bah oui. Mais là, c'était juste, il y avait un objectif, c'était le final, quoi, donner une raison à Ziggler de réclamer un second match. Et j'aime pas quand ils font ça, quand ils se contentent de se dire, ok, de toute façon, on va faire un second match, donc ce qui est important, c'est la raison, enfin voilà, le final, quoi, hein, l'implication de Xavier Woods, et le match, bah, du coup, n'est pas important. Du coup, on va sortir aucune carte, on va jouer aucune carte, on va tout garder sous le coude pour la suite, et du coup, voilà, c'est un peu frustrant. Et Chris? It should be me! Voilà. 10 minutes, il a duré le match. Non mais hallucinant, quoi. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Pour le coup, j'étais un peu comme Irem, c'était un des matchs que j'attendais le plus. 10 minutes! 10 putains de minutes! Non mais les gars! Oh, allô! Match pour le championnat du monde WWE, 10 minutes vous leur donnez. Alors que vous avez donné 25 minutes aux retraités, quoi, aux pensionnaires de la maison de retraite des papillons blancs. Merde! Ah non, j'ai pas compris, moi, hein, j'ai pas compris ce booking là. Et puis alors, moi ce que j'ai trouvé énorme, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est-à-dire que le Dolphin, il s'est carrément booké à la fin du match, quoi. C'est-à-dire que et il s'est carrément booké pour le prochain pay-per-view, quoi. Bon bah écoutez, bah moi ça m'a pas plu ce qui s'est passé avec Xavier Woods, et puisque c'est comme ça, bah, je me book pour le prochain pay-per-view et puis on fera un stick cage match. J'ai trouvé ça incroyable. Non mais c'est ouf, quoi. J'aime pas quand ils font ça, qu'ils gardent ça pour le weekly, quoi. J'aime pas quand ils font du booking de pay-per-view pour le prochain pay-per-view, quoi. À quoi ça sert de faire des weekly dans ces cas-là, quoi? J'ai pas compris, quoi. Le match en lui-même était pas trop mal, et je te rejoins, Yerem, sur l'histoire de bah voilà, Xavier Woods qui fait qui vient mettre un kick à. C'est les faces qui interviennent pour gagner le match, quoi, à la manière de heel. Donc c'est assez étrange quand même. Et franchement, je m'attendais à ce que Kofi et Dolph, ils envoient vachement plus la marchandise, mais parce que j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que le match durerait 10 minutes. Moi, j'étais parti sur une base de 15 à 18 minutes, quoi, tu vois, et avec une belle histoire racontée, du coup. Et bah non, ça a été assez expédié, quoi. Et puis, bah, Kofi continue, le Trouble in Paradise continue à être une arme létale. Il enchaîne victoire sur victoire, hein, Kofi. Hein. Ouais. Plus que le RKO, hein, en tout cas. Ouais, plus que le RKO. Plus que le RKO, ouais. Il gagne match sur match, hein, Kofi. Hein. Son Trouble in Paradise, il passe, et à chaque fois, il gagne. Il n'a pas perdu, même sur une arnaque ou un truc comme ça, depuis WrestleMania, il n'a pas perdu un seul match, Kofi. Et donc, il continue sur sa lancée, et donc, du coup, ça en fait un champion
de plus en plus crédible finalement avec le temps, quoi. Mais c'était vraiment, vraiment surprenant ce booking de 10 minutes avec Dolph qui se book son prochain match derrière. J'étais vraiment, j'étais assez surpris, quoi. Mais bon, it should be me! Ah, attention, c'est sa gimmick, hein, parce que n'oublions pas que ce match à Jeddah, c'est lui-même qui se l'est booké aussi. Hein. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est Ça, vrai, c'est vrai. Ouais, je partage vos avis. Hein. C'était un petit peu court et ils ont vraiment donné l'impression, bah, encore une fois, je pense qu'à chaque fois on se fait avoir pour les shows en Arabie Saoudite, on attend des gros matchs. On est Et en con. fait, on est con, ils jouent le house show de gala, donc les mecs ils font pas trop d'efforts, ils prennent pas trop de risques pour leur santé. Ouais. Il y a toujours un pay-per-view qui arrive 2 semaines après ou 3, donc ouais, c'est un petit peu décevant, mais bon, moi ce qui me plaît, c'est l'idée que la feud continue un peu. J'avais peur que Ziggler soit vraiment un intérimaire juste parce que Kevin Owens n'était pas là, et puis non, ça se poursuit, donc on espère qu'ils auront encore un peu plus de temps pour leur feud à SmackDown et qu'on aura un bon show, un bon match au prochain pay-per-view. Après, Steel Cage match, c'est pas toujours les meilleures stipulations, mais bon. On verra bien. En tout cas, là-dessus, moi, les amis, je vais vous dire, ça va être un peu mon main event de ce show parce que malheureusement, j'ai un avion. Il faut que je rentre de Jeddah. Là, moi, ça faisait une semaine. Je suis encore là-bas. Hein, je suis encore en Arabie Saoudite. Il fait très très chaud ici. Donc, je vais prendre mon avion pour rentrer à Bordeaux chez moi. Je vais vous laisser finir là-dessus. Ce house show, je vous ai quand même laissé le meilleur pour la fin. Hein. Donc, Irem, Irem, je vais te passer les commandes. Tu as la plus grosse bataille royale de l'histoire à commenter. Et Je vais puis, faire step by step. un match de. C'est un quoi, match. c'est quoi ta note, Raphaël, avant de partir, avant de prendre ton avion Ah là ouais, dis-nous tout là. Donne-nous ta note. Ah ouais, c'est vrai. Bah écoutez, moi je vais sur le show. Bon, non, je vous laisse parler de la suite. Je vais mettre un gentil 2,5 de moyenne parce que c'est la mission remplie d'un house show, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont la décence, pour nous les fans historiques, de pas faire des cash-in à ce moment-là, de pas faire des gros changements de titre. Ça reste. Aucun changement de titre. Voilà, aucun changement de titre. Donc voilà, en fait, c'est ça l'Arabie Saoudite, c'est on met le roster et le roster est rendu au même niveau qu'il en était avant le show. Donc c'est un house show total. Donc de ce côté-là, j'aime bien qu'ils respectent un peu les pay-per-view historiques, mais du coup, c'est une soirée où il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas eu de moment, à part le main event dont vous avez parlé, il n'y a pas eu de choses horribles à regarder où je me dis oh là là, mais non, mais c'est pas le Greatest Royal Rumble avec des sumo lutteurs là. Mais voilà, chaud moyen, et puis ben voilà, vivement le prochain pay-per-view. D'ailleurs, voilà, je vais aller préparer le booking de Stomping Ground. Ok, bah ciao. Ciao et bonne Ciao, fin Raph. de Super Showdown, les amis. Salut, Raph. Cours, Raph. Ouais, bon, il est sympa, il nous dit qu'il nous laisse le meilleur pour la fin, je suis pas sûr. Ah ouais, là, pour le coup. Ah, le salaud. Ah ouais, ouais, ouais. Enfoiré! En fait, le mec, il a pas d'avion à prendre, il est en train de nous bullshiter à mort là. Donc effectivement, par contre, il a raison. 50 hommes étaient entre les cordes au début de la plus grande bataille royale de l'histoire de la WWE. Il y en a eu quelques-uns qui ont eu droit à leurs entrées d'ailleurs. C'était un peu aléatoire. J'étais un petit peu étonné de les voir bénéficier d'une entrée particulière. Bon, on a retrouvé tous les mecs, tous les jobbers. Le seul qui était pas là, c'était R-Truth parce que ça aurait été un petit peu con de venir avec ta ceinture 24/7. Ouais, avec 50 mecs autour, ça aurait été un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Titus O'Neil nous a refait la blague de pas glisser sous le ring, mais par contre il s'est caché sous le ring pendant une partie du match. Il y avait des gars de 205, il y avait des gars de je sais pas s'il y avait des gars de NXT, peut-être un petit peu aussi. Aussi, de ouais. Raw, SmackDown, on avait mis Samoa Joe, Elias et Cesaro, qui étaient, on va dire, ceux qui avaient peut-être le plus de chances de remporter cette bataille royale. Mais non, on avait oublié le vrai, celui qui avait toutes les chances de son côté, c'était le local, puisque à la fin, Ali et Ricochet ont éliminé Samoa Joe, qui avait éliminé pas mal de monde. On a eu aussi un gros face-off là, entre les grosses tag teams. Tu avais Heavy Machinery, Et Authors Authors of Pain, ouais, les deux sont de retour alors du coup. Ça y est, ouais, ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle.
Et il y avait les Viking Raiders aussi, qui étaient de retour aussi, parce que eux, ils sont portés disparus depuis un moment aussi. Ah ouais, mais t'as raison, ils étaient là, mon Dieu. Ah ouais, non mais c'est ça qui était terrible. En fait, c'était aussi une bonne occasion de voir, en fait, de faire l'inventaire du roster et de ces mecs qu'on voyait, qui étaient chauds comme la braise il y a un mois et qui se retrouvent dans une bataille royale sans Non, programme. mais il y avait plein de mecs portés disparus, et tout d'un coup, qu'on a revu là, c'était Nakamura. Il est de retour. Il y avait donc les Hopi, Nakamura, Shelton Benjamin aussi qui était là. Buddy Murphy, c'est son seul spot qu'il a eu depuis qu'il a été transféré à SmackDown. Ouais, Gable était là, Chad Gable, je crois, que sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Parce qu'il s'est coupé les cheveux, ouais. Donc du coup difficilement reconnaissable. Cédric Alexander, Sin Cara, il y avait même Sin Cara qui était là, quoi. T'imagines le délire, Ah, quoi. il était là, ouais. Et même Rousseff. Tous ces... En fait, il y avait un Ouais. nombre de disparus dans cette Battle Royale, c'était incroyable. Ouais. D'ailleurs, le Battle Royale qui a été très rapide, hein, puisque ça durait 18 minutes, et que du coup, à la fin, on se retrouve avec Cesaro qui élimine Mustafa Ali et Ricochet, et Mansour, donc je parlais de local, donc un petit gars d'NXT qui était là, qui élimine Cesaro, donc il reste plus que Mansour et Elias pour l'affrontement final. Super kick de Mansour qui élimine donc Elias. Et là, mesdames et messieurs, alors là c'est la liesse générale, hein, alors là, puisque la star locale, ouais, l'enfant du pays a remporté la bataille royale. Et je dois te dire, sur le coup, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, fallait pas. Oui, évidemment, enfin, tu vois le gros chèque du prince s'afficher, collé sur le front du gagnant, quoi. Et puis tu te dis, écoute, dans une bataille royale, dans un pay-per-view, un house show de luxe, la foule, enfin, c'est un cadeau pour la foule, et les gamins qui étaient là, ils en pouvaient plus, quoi. Donc, Écoute, je vais te finalement, dire franchement, s'il y avait eu un house show à Paris et que ouais. Tristan Archer ou Clément Petiot, comme on veut l'appeler, avait été dans une Battle Royale, je pense qu'il y aurait eu de fortes chances que Tristan Archer gagne la Battle Royale à Paris. Donc, j'étais finalement pas très étonné que le jobber de NXT, parce que Mansour, c'est un jobber de NXT, que Mansour finalement la gagne. Et bah, tu vois, moi j'ai trouvé ça pas si mal que ça, parce que la Battle Royale en elle-même, elle avait pas grand intérêt, hein. Il se passait pas énormément de choses Il y a finalement. 2-3 moments rigolos, quoi, mais c'est tout. Il y a eu 2-3 moments comme ça, mais rien de vraiment. Mais finalement, ce qui a été notable, c'était justement cette fin, parce que pour les suiveurs réguliers, avoir un jobber de NXT obscur qui gagne cette Battle Royale, mais dans un stade qui était en fusion, quoi. Non mais je sais pas, le public était dingue. C'était incroyable, incroyable. Après, il va dans la foule et tout, quoi, mais je me suis dit, mais ils vont péter les plombs, les Saoudiens, là, ça y est, là, c'est le truc incroyable, il est champion du monde, le mec, quoi. C'était incroyable, incroyable cette fin. Ouais, bon, voilà. Je crois que ce sera le plus grand moment de sa carrière, hein, tout simplement. Il y a de fortes chances, hein. J'espère qu'il a largement apprécié le moment, parce que je ne pense pas qu'il revivra un truc aussi fou. Quoique, étant donné que la WWE a passé un contrat de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, peut-être que Mansour, on va être appelé à le revoir à l'occasion. Oui, oui, ils viennent de construire un nouveau héros national, donc il reviendra, le petit Mansour. On le verra pas ou très peu d'ici là. Il continuera de jobber à NXT, et puis de temps en temps, une fois tous les 3 mois, et puis la prochaine bataille royale où il aura droit peut-être à un match, il fera partie d'un match pour un titre. Où ils créeront peut-être un Saoudian Championship, tu vois, un truc comme ça. Mais il existe, c'est Braun Strowman qui le détient. C'est lui qui a la ceinture, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai, c'est le Greatest Royal Rumble, c'est une ceinture en plus, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tant qu'à faire, tu sais. Après, si tu veux, cette Battle Royale, elle a eu le mérite que, voilà, c'est ce qu'on a dit au début, c'est qu'elle m'a rassuré sur le fait qu'il y avait des mecs qui étaient vivants, parce que j'étais un peu inquiet Oui. pour la santé de certains catcheurs. Et il y avait tellement de catcheurs portés disparus là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que en revoir certains, ça faisait toujours plaisir. Et tu vois, ce qui m'a fait bizarre, moi, c'est que, comme tu l'as dit, ils ont fait rentrer tous les mecs quasiment tous ensemble, à part 4-5 qui ont eu droit à une entrée spécifique. Mais tu te dis que finalement, un Nakamura, les Viking Raiders, tout ça, ils ont fait partie.
ils faisaient partie du lot, quoi. Voilà, on les a mis là-dedans. Et coucou, tiens, on est là, quoi. Donc, bon, ça fait plaisir de voir qu'ils sont en vie, quoi. Mais c'était assez surprenant comme gestion. Et puis, dernier petit truc quand même qui m'a un peu fait rire, c'est que c'est une bataille royale avec 51 bonhommes et que souvent la WWE nous a vendu un ring qui s'effondrait dans des matchs entre le Big Show et Mark Henry ou entre le Big Show et Braun Strowman. Mais là, le ring, il était solide, 51 catcheurs et le ring, il a pas pété, il n'y a pas une corde qui a pété. Mais je crois qu'ils ont coulé une dalle de béton en fait. Hein. Ouais, je pense que là, le ring, c'était certainement le ring le plus solide de l'histoire. C'était incroyable. 18 minutes pour placer ça. Petit truc marrant aussi, c'est qu'il y avait Rowan qui était là. Et Rowan était là. Bah oui, lui, il se prend moins la tête. Il n'a pas le même agent que John Cena et Daniel Bryan. Daniel Bryan, ouais. Donc Rowan, du coup, il s'est dit, ouais, bon, même en Arabie Saoudite. Hein. Je vais aller faire le voyage et puis empocher quelques dollars et puis repartir. Les champions de Raw aussi. Il y avait dans les champions tag team, il y avait aussi les 2 champions de Raw qui étaient là aussi. Donc ils se sont fait très très vite. Hein, Donc écoute, c'était un bordel match, quoi. Bordel match, et on s'attendait à ça et on l'a eu. Et le champion local, le nouveau héros national, a émergé ce soir-là et c'était très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'était plutôt une bonne idée en fait de faire ça. Donc, je pense que c'était l'intérêt pour la WWE comme pour l'Arabie Saoudite d'avoir une méga pop à la fin de cette bataille royale. On se souviendra jamais du contenu du match, mais par contre tout le monde se souviendra que Mansour a gagné la Battle Royale à Jeddah en 2019. Quoi. Ah ouais, attendez, qu'est-ce qui s'est passé en Australie au précédent Super Showdown? Alors oui, c'était pas un jobber qui a gagné, mais tu as eu la victoire de Buddy Murphy et la Iconics avait gagné face à Asuka et je sais plus. Et oui, il fait gagner les locaux dans les house shows. Ah ouais. C'est assez logique, quoi. C'est vraiment classique, donc bon, c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses à la WWE et dans le monde du catch en général. Par contre, une idée qui était peut-être un peu moins bonne, c'est de se dire que Goldberg, 52 ans ou 50 ans, je ne sais plus lequel a 52, l'autre a 54, je ne sais plus. C'est ça. Voilà. Allait faire preuve d'intelligence pour prendre des bonnes décisions et ne pas céder à ces vieux réflexes. Par exemple, donner un gros coup de tête dans la porte du locker room avant d'entrer, puisqu'on a évidemment eu droit à l'entrée de Goldberg classique, avec des agents de sécurité qui étaient bien chétifs, encore plus que d'habitude. Hein. Ils sont pas allés chercher les agents de sécurité, ils sont pas allés les chercher dans le Performance Center, ceux-là. Je suis pas sûr. On a eu l'entrée du Taker, évidemment, ces 2 entrées réunies étaient plus longues, évidemment, que le match qui allait s'en suivre. Mais voilà, pour la première fois dans l'histoire de la WWE, l'Undertaker affrontait Goldberg. Goldberg, donc, qui donne son coup de tête dans la porte, du coup, il saigne. On se souvient, il y a 1 ou 2 ans, lors de son retour, son précédent run, il s'était déjà fait avoir, mais bon, il ne retient rien du tout. On lui a dit, visiblement, les gens lui disent, mais arrête de faire ça, il ne peut pas s'en empêcher. Le match a commencé et écoute, étrangement, j'ai trouvé qu'ils allaient dans le bon sens au début du match. Ils en faisaient pas des tonnes, mais il y avait quand même des bons échanges entre les deux, des contres sur les chokeslam, un Ibar qui a été placé, des gros kicks. Mais le problème, c'est quand Goldberg est venu empaler non pas son épaule, comme on est censé le faire quand on va à l'école du catch, mais la tête dans le poteau du coin du ring. Et là, le mec, tout simplement, il est complètement sonné. Il commence à saigner. À partir de là, c'est un peu la dégringolade pour un match qui s'annonçait, ma foi, bien géré, on va dire. Et surtout, là, ça part en cacahuète, puisque c'est à ce moment-là que le Taker veut placer ensuite il est complètement sonné, Goldberg. Le Taker veut placer son tombstone. Et il le place
pas trop mal, mais peut-être trop bien. Et du coup, Goldberg, il passe pas bien sa tête. Et du coup, Goldberg se bouffe le ring une troisième fois. Il tape sa tête contre le ring, hein, tout simplement. Et là, il est complètement mort. Le match continue. On sent que quelque chose ne va pas. Ça discute beaucoup avec l'arbitre. Goldberg tente de placer le jackhammer. Mais alors là, c'est je crois, le pire jackhammer de l'histoire de jackhammer de Goldberg. C'était horrible parce que le mec il est pas du tout à la verticale, il retombe et là Undertaker, tu pries pour sa nuque parce que Undertaker retombe très très mal, il a à peine le temps de s'enrouler pour essayer vaguement de pas mourir ce soir-là. C'est complètement pété et là ce qui devait être probablement le dernier spot final, il le tente quand même, c'était un contre en tombstone où Undertaker là il fait rouler son adversaire autour de lui avant de placer le tombstone, mais là ça marche pas du tout. Goldberg s'écroule totalement et là les mecs discutent et la décision est prise de faire le plan B, hein. On a toujours un plan B pour finir un match. Là le plan B du Taker c'est un choc slam pour la victoire et même le choc slam. Ouais, mais même le choc slam. Il n'arrive même pas à soulever. Goldberg ne saute même pas, il tombe mollement en arrière, quoi. Et pour le tomber de 3, on a Taker fait la gueule, il dit fuck up, il gueule, on le voit, il est pas content. Goldberg, la vidéo a tourné, Goldberg s'écroule en descendant du ring, genre il s'évanouit complètement, c'était horrible à voir. Et ça se termine là-dessus, quoi, avec feu d'artifice dans tous les sens et probablement un des pires main events. Pas tant parce que tout s'est mal déroulé quoi dans ce main event et surtout on a frôlé la catastrophe. Mais oui. Les gens ont failli mourir ce soir ou finir paralysés à vie quoi. Donc j'espère vraiment que une leçon va être tirée là. Ah non, mais je sais pas, mais c'était catastrophique, quoi. C'est un des plus mauvais matchs de catch de la WWE que j'ai jamais vu, quoi. Et j'en ai vu des milliers dans ma vie, quoi. Et c'était totalement incroyable parce que Goldberg a été beaucoup critiqué, mais moi j'ai trouvé que le Taker avait catastrophique aussi, quoi, hein. Et les deux ont été très mauvais. Il y a même une double close line, même ça, il le foire, quoi. Et oui, la double close line. Mais toi, je trouvais que justement, quand je disais, il y avait des bonnes idées pour ce match. On voulait nous montrer des choses différentes. Double close line entre ces deux gros Golgoth. Tu fais, ok, cool. Ouais, mais il faut la réussir. Ouais, ouais, il faut la. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Oui, non, mais l'intention est louable, mais bon, derrière, si c'est mal fait. Oui, après, si tu veux, en fait, sur les moves dans l'ensemble de ce qui avait été décidé, si tout avait été parfaitement exécuté, ça aurait pu effectivement rendre le match pas trop mal. Mais là, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que quasiment chaque move a été botché. C'était incroyable, incroyable. Non, mais il faut qu'ils partent à la retraite, les deux. Non, mais là, il y a un moment, il faut que quelqu'un leur dise quoi, que là, c'est fini. Non, mais le Taker, de toute façon, ça devrait être fini depuis longtemps. Et Goldberg, alors, moi, je voudrais revenir juste sur les entrées, parce que les entrées, c'était quelque chose quand même d'incroyable. C'est-à-dire que le temps qu'il y a eu entre le moment où Goldberg est sorti de son vestiaire et tu sais, il marche dans les locker rooms comme ça. Et il y a eu un espèce de moment, il y a eu au moins 1 minute qui s'est passée entre le moment où on a eu la caméra qui était dans le stade et on attendait l'arrivée de Goldberg et qu'il n'arrivait toujours pas. On se disait, mais c'est pas possible, mais il y a 4 km entre le locker room et la route, quoi, c'est pas possible, quoi. Et le Taker, t'as vu, il a eu carrément droit à une espèce de pré-musique. Tu sais, il y a eu les druides qui avaient des tops, oui. machin, etc. Donc il a eu droit à une espèce de pré-musique. Alors déjà que son entrée au Taker, elle est très longue, mais alors là, avec la pré-musique et tout, c'était incroyablement long, quoi. Et Goldberg, il s'est fait checker dans la gorilla par le médecin, tu sais, après son coup sur la tête, je pense. Ouais, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ils ont vérifié qu'il n'avait pas trop saigné. Et qu'il louchait pas trop, quoi. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix que de le laisser entrer, mais ça, je sais pas. Peut-être qu'ils auraient dû sentir le truc et dire bon, ok, on va avec le plan B, les gars. Toi, un truc plus simple, je sais pas. Ouais, mais putain, mais le match de retraité, quoi. Non, mais c'était terrifiant, quoi. Tombstone foiré, Jackhammer foiré, Chokeslam foiré, c'était incroyable. Le Last Ride aussi, quand il a voulu porter le Last Ride, il n'arrivait pas à le soulever. Le Taker, il essayait de soulever Goldberg, il n'y arrivait pas. Il a remonté ses épaules. Enfin, c'était incroyable. Mais moi, j'en croyais pas mes yeux, en fait. J'ai dit non, mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir continuer comme ça.
Et puis au bout d'un moment, en fait, t'arrives dans le moment terrible où tu te dis, mais il y en a un qui va mourir. Moi, je me suis dit, il y en a un qui va mourir sur le ring, quoi. En fait, c'était peut-être dans le deal avec l'Arabie Saoudite. Hein. Peut-être que le prince était vachement déçu du finish. Hein. Il va dire, ah, mais comment ça, un des catcheurs est pas mort, mais ça va pas du tout, ça. C'était pas du tout ce qui était prévu, quoi. Donc, c'était fou, c'était complètement fou. Et puis la fin du match a été quand même, comme tu l'as dit, elle a été complètement coupée. Et on voit bien d'ailleurs le Taker parler à l'arbitre et clairement on se dit qu'à ce moment-là ils se disent bon bah voilà, là il a dit on en finit parce que là il y en a marre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit, comme tu l'as dit, on voit le Taker dire fuck, tu vois, qui est pas content. Et derrière, en fait, on voit Goldberg qui s'effondre. Et Ouais, après, c'est ça. et après, il y a eu d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des trucs sur Twitter ou je sais pas quoi, où on voit effectivement Goldberg Vidéo. Ouais. il tombe dans les vapes littéralement, quoi. Et on voit un officiel qui se précipite pour voir et tout ça, quoi. Et l'autre, il est complètement. Et le mec a fait une triple concussion en 10 minutes, quoi. Donc, Ouais, le gars, il se tape 2 ou 3 commotions cérébrales, quoi. Donc, quand même, enfin, moi, tu te dis, merde, il y a de quoi être inquiet quand même pour la santé de ces gars-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors après, je sais pas si tu as suivi un peu, mais backstage, ça s'est très, très, très mal passé, quoi. ouais, non, vas-y, dis-moi, toi, la petite souris. Ah ouais, t'as pas suivi un peu cette histoire-là, t'as pas un peu suivi les news de derrière, mais parce que derrière, ça a été la folie. Hein. Derrière, ils se sont engueulés. Alors, Goldberg, déjà, il a mis quand même plusieurs minutes à se remettre, mais le problème, c'est que quand il est arrivé, il y avait un Taker fou furieux qui a débarqué dans le backstage, un Vince McMahon fou furieux aussi. Donc apparemment, ça s'est engueulé puissance 1000 backstage. Les mecs étaient de toute façon, les mecs ne pouvaient être que totalement déçus par la prestation. Et puis c'était quand même le main event, quoi. Tu vois, quoi. C'était pas, tu vois, c'était pas un match de milieu de show, quoi. Donc terminer là-dessus, c'était quand même, c'était vraiment très, 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 très moyen, quoi. Et donc du coup, grosse engueulade. Et du coup, je sais pas si ça a été forcé ou pas, mais Goldberg a lâché un tweet d'excuses en disant qu'il avait abandonné les fans, voilà, quoi, qu'il était désolé, etc. Mais bon, je pense que là, pour Goldberg, c'est sa fin de carrière assurée. Il y a Matt Riddle aussi qui s'est bien lâché sur Twitter en disant que Goldberg c'était le pire lutteur du business à l'heure actuelle. Donc Il a une réputation de mec qui. Enfin, quand tu vas faire un match contre Goldberg, il faut avoir une bonne assurance vie, quoi. Parce que tu sais pas si tu vas revenir debout, ressortir debout. Et déjà du temps de la WCW, hein, c'était déjà connu que voilà que Goldberg était un mec absolument pas safe et que beaucoup de lutteurs étaient assez inquiets à l'idée d'avoir un match avec. Heureusement, à l'époque, ça allait vite, donc du coup, il avait peut-être pas le temps de blesser ses adversaires, quoi. Mais là, c'était terrifiant tellement c'était mauvais, quoi. Et puis l'Undertaker, tu vas me dire ce que t'en penses, hein, mais moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il arrête avant que sa carrière soit complètement salie, quoi, par sa fin de carrière, quoi. Moi, je me posais la question, toi qui es une petite souris, là, tu as peut-être des infos, des indices, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne s'arrête pas? Alors là, ça c'est vraiment une bonne question. Hein. Tu sais que c'est énormément aux parce que là, on voit ça de notre point de vue, de notre fenêtre de français et tout ça. Mais aux États-Unis, il y a les mêmes retours. Hein. Aux États-Unis, ils ne comprennent pas que l'Undertaker soit toujours là. Quoi. Ils ne comprennent pas que l'Undertaker soit pas au Hall of Fame depuis déjà 2 ou 3 ans, et puis qu'il n'apparaisse que pour des trucs exceptionnels où il n'est plus de match, il n'est plus rien, tu vois quoi. C'est-à-dire que sa santé, elle est en danger à ce mec-là. C'est le gars, il a des hanches en plastique, des genoux en plastique, tu vois, c'est incompréhensible. Pour moi, la carrière du Taker, elle aurait dû s'arrêter après la fin de la ou alors après. Non, avec son match avec Roman Reigns. Voilà, le combat après Roman Reigns, c'était une belle fin en plus ça. Une très belle fin. Je me souviens encore de ce que pendant l'analyse qu'on avait faite. Je me souviens, en fait, c'était magnifiquement horrible en fait. Le match n'était pas beau, il y avait des botches et tout, mais dans l'histoire, le sale boulot qui avait été confié à Roman Reigns d'envoyer Undertaker à la retraite, parce que c'était l'image qu'on nous donnait à la fin, le chapeau déposé et tout, c'était beau quoi. T'avais l'impression on était allé jusqu'au bout jusqu'où on pouvait aller, toi, encore avec le Taker. Il y avait du botch, c'était pas un beau match. Mais c'est pas grave, il y avait le côté très humain, hein. C'était ça l'idée, c'était de montrer l'humain derrière Undertaker. C'était Mark Galloway qui était
qui était montré, quoi, qui posait son chapeau et du coup qui allait embrasser sa femme et tout. Et c'était beau, ça. C'était une très belle image de fin. Le match n'était pas dingue, mais l'histoire était belle. Et on oublie les matchs. On finit par oublier les matchs, les botches et tout. Enfin, à part des scènes iconiques, quoi. Mais je veux dire, ce qui compte, c'est l'histoire, quoi. Et l'histoire était belle. Et effectivement, ils auraient dû. Quand tu vois aujourd'hui où on en est rendu. Je suis d'accord là-dessus. Ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Ça aurait dû s'arrêter là parce que si tu fais le bilan de ce qui se passe depuis ce match contre Reigns. L'Undertaker, tous les matchs auxquels il a participé, il n'y en a pas eu 50 non plus, mais ça a été une catastrophe, quoi. Pour moi, le team match qu'il y a eu en Arabie Saoudite déjà avec la D-Generation X, je l'avais trouvé catastrophique. Et là, c'était mauvais. En plus, Goldberg, au moins, il est dans une bonne forme quand même physiquement. Par contre, l'Undertaker, il est dans un état physiquement, quoi, mais il a ce qu'on appelle le pectus excavatus, là, il a les pectoraux qui sont complètement écartés, ce qui est souvent signe en fait d'une très mauvaise condition physique. Il a du bide, il a perdu toute vitesse. Chaque move qu'il fait, on sent qu'il y a une souffrance derrière ça terrible, quoi. Il n'arrive pas à courir, il n'arrive pas. Ah, c'est terrible. C'est terrible de voir une icône comme ça finir sa carrière dans un tel délabrement. Ouais, c'est ça, c'est le mot que j'allais essayer de délabrer, quoi. Et on est là, on nous force presque à regarder, toi, c'est horrible, parce que c'est comme si on te forçait à regarder, je sais pas, on est comme dans Orange Mécanique, tu sais, avec nos yeux écartés, et puis on nous force à regarder des images horribles. Là, on nous force à regarder un mec qui est en train de perdre tout, quoi, sa santé, son aura, enfin, tout ce qu'il faisait Undertaker, quoi. Donc, c'est tellement terrible. dommage pour sa carrière, pour l'ensemble de son œuvre. C'est tellement dommage de terminer cette carrière de cette manière-là. Ce gars-là, il aurait dû avoir une sortie, mais monumentale, à l'image de sa carrière phénoménale. Il l'aura jamais, c'est pas possible. Non, il l'aura jamais. Il l'aura jamais. Je suis d'accord avec toi, il l'aura jamais. En fait, il l'a déjà eu, mais il est revenu. Enfin, il est pas parti, quoi. On se souvient, oui, voilà. Et on se souviendra tous de cette fin de carrière en autre boudin du Taker. Et moi, je me mets à la place des jeunes. Et je me dis, les jeunes qui voient l'Undertaker, qu'on présente comme l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, le machin, etc., bah, je pense que quand les jeunes qui débarquent et qui voient ça, ils se disent, mais c'est ça l'Undertaker. Mais c'est une catastrophe, ce mec. Tu vois? Donc si tu vas pas fouiller sur YouTube, sur machin, sur le network, pour voir un peu qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, si tu te bases juste sur les matchs des 2-3 dernières années, bah, ça fait peur. Il a encore son aura, son entrée, voilà, mais ça commence à s'étirer tout ça et surtout tout simplement, c'est pas dangereux, stop. Enfin, le mec, la santé des gars, il y a suffisamment d'histoires, de sales histoires dans le monde du catch. Chaque année, voilà, des mecs pour qui ça se termine mal, que ce soit parce que les gars meurent pendant un match ou parce que les mecs finissent en chaise roulante complètement, en des vrais légumes. La WWE, qui est le plus grand de société de catch au monde, ça la fout mal, quoi. Faut qu'il débranche, là. Faut qu'il débranche. Et puis bon, moi, les catcheurs de plus de 50 ans, franchement, au 21e siècle, ça va pas, quoi. Dans les années 80, quand on avait des vieux comme ça, moi, je me rappelle quand Canal a commencé, etc., on voyait encore des types comme Pat Patterson, comme Harley Race, tu vois, des gars qui étaient en fin de carrière et qui commençaient juste à être plus connus par le biais de la télévision, puisque ça arrivait un peu en Europe et tout ça. C'était un peu différent. Maintenant, au 21e siècle, les catcheurs de plus de 50 ans, ça passe pas. Tu te rends compte qu'il y avait 106 ans sur le ring, là. 106 ans sur le ring. Comptez l'arbitre. Et ouais, exact. Donc, non, ça passe plus. Les catcheurs de plus de 50 ans, messieurs de la WWE, il faut arrêter avec ça. Bon, bah voilà, en tout cas, heureusement, les deux hommes sont toujours en vie, tout simplement. Ce qui était peut-être le vrai enjeu de ce match ce soir. Et du coup, on arrive aussi à la fin. À la fin. C'est aussi notre fin à nous. Alors, la fin de la review, pas la fin de catch-up, pas la fin de Chris. Nous, on a essayé de pas botcher quand même. J'espère qu'on n'aura pas trop botché. Non, on botche de temps en temps, mais on a la jeunesse pour nous encore. N'est-ce pas, Chris? C'est un peu plus difficile par moment. J'ai un peu plus de problèmes de rhumatisme. Ouais, mais tu sauras t'arrêter quand il faudra, toi, au moins. Parce que moi, je ferais pas comme le Taker au Goldberg. Je ne remonterai pas
sur le ring parce que moi, j'ai pas envie de me péter une hanche ou me péter un genou. Donc, le micro et le casque, ça me va très bien. Bah justement, tu vas utiliser ton micro et ton casque pour nous donner ta note, ton top et ton flop pour ce super showdown de Jeddah et cette incroyable carte qui nous a été proposée. Ouais, alors écoute, pour le live event le plus cher de toute l'histoire du catch, quoi, parce que je pense qu'il n'y a pas d'équivalence, hein, je pense que ça n'était jamais arrivé, quoi. Je dois reconnaître que la production du show était assez incroyable. Alors, je sais pas si tu. Moi, j'ai une version où le son était pas terrible par moment. Il y a eu des coupures, des trucs comme ça. Je sais pas à quoi c'était dû, ça, mais des coupures de son. Et puis, de ce que j'ai lu sur différentes reviews, il y en a d'autres qui l'ont constaté aussi, quoi. D'accord, ouais, bah, il y a eu des soucis, effectivement. Ouais, mais par contre, c'est vrai que c'était incroyable, hein. Le stade, le pyro, c'est démentiel. Les entrées de chaque catcheur Ouais. étaient quand même assez folles, quoi. L'entrée de Finn Balor a été malheureusement dans un grand calme de la foule, mais pourtant l'entrée de Finn Balor était assez incroyable, quoi. Les pyros à la fin du match de Shane McMahon. Bref, toute la prod du live event était assez extraordinaire, hein. Ça, on peut pas leur retirer. Ils font les choses bien, hein, à ce niveau-là, hein. Donc, écoute, ma note, ça reste un house show, donc j'ai un peu envie d'être sur la ligne de Raphaël. Et je vais lui donner la moyenne. Du coup, je vais lui donner un 2,5, quoi. Et mon flop, c'est clairement le main event, hein. C'est clairement le match des retraités, de la maison de retraite des papillons blancs, quoi. Donc ça, vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça tellement catastrophique. Et puis moi, j'aime pas avoir peur pour un catcheur dans un match, quoi. Donc, et là, pour le coup, je me suis vraiment demandé si Goldberg ou le Taker allait pas mourir sur le ring. Donc, vraiment, ça, je trouve que ça donne presque une sensation de malaise, quoi. Donc du coup, je donne mon flop au main event. Et je vais donner mon top. Bah, écoute, le match que j'ai préféré dans le ring, ça a été pour le match pour le titre intercontinental. Donc, je vais donner mon top à Finn Balor et à Andrade en espérant qu'eux, ils aient une feud qui dure un peu et qu'on ait l'occasion de les revoir dans le ring. Voilà. Ok, bah écoute, ça se tient. Moi, mon cœur est un petit peu partagé pour la note parce que, comme tu dis, voilà, il faut la noter que le spectre du house show, quoi, hein, la grille de lecture d'un house show. Et pour autant, il y a eu des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Du coup, c'est vrai que je vais être un peu comme vous. Je vais mettre un 2,5. J'arrive pas à savoir si ça tire vers l'un ou vers l'autre. Il y avait en fait, grosso modo. Ouais, j'ai eu des déceptions, comme par exemple le match avec Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Mon flop, je vais être comme toi, en fait. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais le donner au main event. Je suis comme toi, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Mais pas genre peur parce qu'ils font, c'est Will Ospreay qui fait des super moves de la mort, mais parce que c'est deux mecs qui sont en train de se tuer, en fait, face à nous. Donc, Qui des mecs qui se mettent carrément leur vie en show de catch. de façon mutuelle en plus. Toi, tu fais, mais qui va arrêter ça? Enfin, toi, en fait, c'est la bascule, toi. C'est la bascule entre le waouh, enfin, j'ai eu trop peur pour lui parce qu'il a fait un move de ouf. Et mais en fait, je suis en train d'assister à un accident avec deux morts, enfin, toi, deux bagnoles qui vont se rentrer dedans, là. Enfin, toi, j'ai pas envie de regarder sur le bas-côté, là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Ouais. et tu es en train de dire, les gens qui gèrent ces matchs-là sont des inconscients. Ce sont pas des professionnels, toi. Il y a de Ah ouais, mais ça. l'inconscience et des erreurs graves qui ont été faites pour ce main event, quoi. Tout le monde est à blâmer, en fait. Ouais. Mais enfin, je pense que Vince est le premier à blâmer parce que je pense que Oui. Vince a poussé au cul grave pour avoir ce match-là, quoi. Pour lui, c'était c'était un dream match, quoi, tu vois, quoi. Mais ça aurait été un dream match il y a 15 ans ou il y a 20 ans, mais ça pouvait pas être un dream match en 2010. Mon top, je vais le donner. Je vais le donner. Alors, j'aurais jamais pensé le faire, mais je vais le donner au match Orton contre Triple H. Puisque j'ai trouvé que c'était le bon match sur la bonne carte, avec deux mecs concernés, avec de l'intensité. Bon, c'était old school. Mais c'est, je trouve, le match qui a le plus réussi par rapport au contexte, quoi. C'était le match le plus réussi par rapport au contexte de ce house show glorifié, comme on aime l'appeler. Et du coup, c'est comme ça que se termine notre analyse de Super Showdown. Je vous invite évidemment toutes et tous à nous suivre, hein. Catch Up, c'est simple, hein, c'est le podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE, y compris ce qui se passe au Moyen-Orient.
Dites-nous ce que vous avez pensé justement de ce pay-per-view à haut show. Est-ce que vous avez eu peur pour ce main event de la honte? Est-ce que vous pensez que Undertaker doit encore remonter sur le ring pour un tout dernier match, ou est-ce qu'il faut arrêter là, débrancher? Quel est votre top, votre flop et votre note? Vous pouvez commenter évidemment sur la vidéo YouTube, puisque nous publions également sur YouTube. L'audio, c'est iTunes, Podcloud et Spotify. Réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. On a également un Discord, n'hésitez pas à cliquer, c'est dans la description. On vous donne rendez-vous très rapidement. On va reprendre les choses classiques, No Weekly, jusqu'au prochain pay-per-view qui a un nom complètement con, la Stomping Ground encore. Tous les ans, ils nous offrent un pay-per-view avec un nom à la con. On se souvient de The Great Balls of Fire. Fire. Ah la vache. Les grosses boules de feu, moi. Oh, j'aurais dû le garder finalement. On en est là. J'aimais bien ce nom de pay-per-view. Il me faisait marrer. Bon, bah, Chris, je te remercie pour ton analyse et ta bonne humeur. C'est moi, pareil, mon ami IRM. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut IRM, salut Pop Catch-up. Un super showdown pour un super catch-up. Ok, bah par contre j'ai pris des notes, je présente quand même, et puis quelqu'un prend le relais à la fin, éventuellement.